Depuis 8 décennies, le commerce intra-africain paye un péage invisible à chaque passage. Jusqu'à 30% de valeur se dissipait, parfois, simplement parce qu'une transaction entre voisins devait détourner ses chiffres par New York ou Londres, loin. En juin 2025, 19 pays activent ainsi un rail de règlement panafricain. Et le geste prend un sens politique quand Ibrahim Traoré est cité dans les débats. Sur la souveraineté. Si les paiements passent en quelques secondes, qui perd la visibilité, qui encaisse les frais et qui récupère enfin le temps économique au quotidien. Ce récit ne promet pas une célébration technologique, mais une lecture utile d'un basculement. Comment un réseau de règlements panafricains peut réduire les coûts, raccourcir les délais et déplacer la souveraineté des discours vers les mécanismes. Comprendre le gain, le risque, puis l'effet domino. L'enjeu immédiat tient à une idée simple, presque comptable. Si l'Afrique conserve davantage de valeur à l'intérieur de ses échanges, elle élargit sa marge de manœuvre économique sans annoncer de rupture frontale. Mais l'enjeu profond se joue ailleurs, dans ce que l'ancien modèle imposait. Un détour systématique par des infrastructures hors du continent, donc des frais, une exposition prolongée au dollar et une visibilité externe sur des flux internes. Lorsque cette dépendance opérationnelle se réduit, deux forces se heurtent un peu, l'espoir d'un commerce régional plus dense et la réaction de ceux qui profitaient de l'architecture précédente. La question directrice est donc précise. Ce clic silencieux améliore-t-il seulement l'efficacité ou recompose-t-il déjà l'équilibre du pouvoir, comme le suggèrent les débats où Ibrahim Traoré devient un repère symbolique. La bascule a été plus rapide que prévu. En juin 2025, 19 pays africains activent simultanément un système capable de régler des paiements sans passer par le dollar, et les premiers rapports internes identifient plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles en quelques semaines. Ce chiffre n'est pas une projection lointaine, mais le signal immédiat qu'une ligne invisible vient d'être franchie, car il s'appuie sur des flux déjà observés dans des corridors testés. Pour mesurer la portée du geste, il faut revenir au fonctionnement antérieur. Pendant des décennies, chaque transaction entre pays africains suivait un itinéraire imposé. Conversion en dollars, compensation via des banques situées hors du continent, accumulation de frais, puis retour vers le point de départ. Ce détour rallongeait les délais, exposait les acteurs à la volatilité du dollar et réduisait mécaniquement les marges, surtout pour les petites entreprises. Le système était accepté comme un prix de la stabilité, mais il plaçait la visibilité des échanges ailleurs que là où la valeur était produite. Les chocs récents ont fissuré ce consensus. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont amplifié les fluctuations du dollar et rendu ses coûts plus visibles. Les délais s'allongent, les marges se contractent. Les banques centrales africaines constatent que la dépendance n'est plus seulement coûteuse, elle devient risquée. Des réunions discrètes s'ouvrent alors au Caire, à Lagos, à Accra. Les gouverneurs examinent rails de paiement et couches de règlement et aboutissent à un constat commun. Financer des échanges locaux via des routes étrangères affaiblit la résilience. C'est dans ce contexte que le projet de réseau panafricain prend forme, comme réponse technique à une ambition politique plus large. Lorsque des figures publiques, souvent associées au débat sur l'autonomie, comme Ibrahim Traoré, sont évoquées, ce n'est pas pour leur rôle opérationnel, mais pour ce qu'elles symbolisent. La question de savoir jusqu'où un continent peut aller lorsqu'il décide de reprendre le contrôle de ses mécanismes essentiels. Le mini-reveal se referme ici. La rupture n'est pas déclarative, elle est déjà mesurable. Pour comprendre comment l'infrastructure devient impact réel, il faut suivre ceux qui vivent au plus près des flux. Les premiers bénéficiaires ne sont ni les ministres ni les analystes, mais des acteurs opérationnels longtemps comprimés par les coûts cachés. Exportateurs, coopératives, petites banques régionales, ce sont eux qui traduisent la technique en décisions quotidiennes. Un premier cas observé concerne un négociant en café éthiopien.
Avant 2025, ces paiements mettaient parfois jusqu'à 5 jours à se stabiliser, avec une perte proche de 20% liée aux frais cumulés et à l'exposition au dollar. Ce délai l'obligeait à limiter ses volumes et à sécuriser des contrats modestes. Dès les premières semaines d'utilisation du nouveau réseau, le règlement s'effectue en quelques secondes. La conséquence n'est pas abstraite. Il peut engager des commandes plus importantes sans immobiliser sa trésorerie. Un second récit vient d'un corridor pilote entre le Malawi et la Zambie. Des commerçants transfrontaliers, habitués à travailler avec des marges très fines, testent la plateforme de détail connectée au système. Les frais tombent sous les 3%. Cette réduction, en apparence modeste, modifie leur rythme d'approvisionnement. Certains doublent la fréquence de leurs échanges en moins d'un trimestre, non par ambition soudaine, mais parce que l'incertitude disparaît. Ces trajectoires individuelles dessinent un motif commun. Lorsque les couches chutent et que le temps se raccourcit, la décision économique change de nature. Le so what est simple. Une infrastructure silencieuse peut redéfinir qui ose commercer et à quelle échelle. Avant le basculement, les signaux d'alerte s'accumulent lentement. Les banques centrales africaines observent, après la pandémie, une hausse brutale des frais de compensation et une volatilité accrue du dollar qui s'infiltre dans chaque transaction régionale. Les délais s'allongent. Les entreprises signalent des paiements bloqués plusieurs jours. Les marges se contractent sans que la production n'augmente. Ce n'est plus un inconfort, mais un risque systémique. Le déclencheur est là. Là, continuer ainsi revient à accepter une fragilité structurelle durable. À partir de ce constat, la séquence s'accélère. Des réunions techniques s'ouvrent discrètement au Caire, à Lagos et à Accra. Les gouverneurs de banques centrales comparent les architectures existantes, évaluent les règles de paiement, testent des couches de règlement. À chaque session, la même évidence s'impose. Le continent finance ses propres échanges via des infrastructures qu'il ne contrôle pas. Les groupes de travail définissent alors un schéma commun, quelques protocoles, des règles de synchronisation. Une architecture distribuée commence à prendre forme. Le projet cesse d'être théorique. Le pic survient en juin 2025. 19 pays activent simultanément le système. Les banques locales se connectent. Les banques centrales synchronisent leurs nœuds. Les premiers paiements tests circulent, instantanément, sans conversion forcée, sans détour vers des serveurs extérieurs. Dans une salle de conférence à Abuja, les tableaux de bord affichent les confirmations en temps réel. Chaque transaction validée déclenche une réaction inhabituelle pour un événement financier. Des applaudissements. Pour beaucoup de participants, c'est la première fois qu'ils voient des flux intra-africains se déplacer sans passer par New York ou Londres. À ce moment précis, le geste technique prend une dimension symbolique. Les analystes comparent l'activation du réseau à une affirmation d'autonomie opérationnelle. Dans les débats publics, des références à des figures associées à la souveraineté, comme Ibrahim Traoré, apparaissent naturellement. Non parce qu'elles ont conçu le système, mais parce qu'elles incarnent une interrogation plus large. Que se passe-t-il lorsqu'un continent décide de réduire concrètement une dépendance héritée? Les répliques suivent presque immédiatement. Les frais moyens chutent dans les corridors pilotes. Les délais disparaissent. Les commerçants transfrontaliers testent le service à petite échelle, puis élargissent. Les banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal rapportant une hausse des volumes internes. Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent. Les petites entreprises, longtemps exclues par les coûts, entrent dans le jeu. L'abstraction technologique devient réalité économique. Puis vient l'onde géopolitique. À Washington, certains responsables évoquent une perte progressive de visibilité. À Paris, les inquiétudes se concentrent sur l'affaiblissement de l'influence monétaire régionale. Les think tanks publient analyses et scénarios, tous centrés sur la même question. Que signifie un commerce intra-africain qui n'a plus besoin du dollar? Le fil des événements est désormais clair. Un déclencheur économique, un sommet technique,
puis des répliques qui dépassent le seul champ financier. Avant l'activation du réseau, une transaction intra-africaine supportait en moyenne environ 15% de coûts cumulés. Dans les corridors testés après juin 2025, ce niveau passe sous les 3%, une chute qui redessine immédiatement les marges opérationnelles. Cette différence n'est pas cosmétique. Chaque point de pourcentage conservé devient du capital disponible pour produire, stocker ou investir, plutôt que pour rémunérer des intermédiaires lointains. Le premier indicateur concerne précisément ces frais de transaction. Dans l'ancien modèle, ils s'additionnaient silencieusement. Commissions bancaires, spread de change, coûts de compensation et risques liés aux variations du dollar. À l'échelle d'un trimestre, ces ponctions rendaient non rentables de nombreux échanges régionaux à faible volume. En passant sous le seuil des 3%, le nouveau système ne fait pas qu'alléger une ligne comptable. Il élargit le périmètre des opérations viables. Des échanges auparavant jugés trop petits ou trop risqués deviennent soudain pertinents. Le deuxième indicateur est celui des délais de règlement. Le système traditionnel imposait une attente de 3 à 5 jours avant stabilisation complète des fonds. Cette inertie immobilisait la trésorerie et fragilisait les chaînes d'approvisionnement, notamment dans l'agroalimentaire et le commerce de détail. Avec le réseau panafricain, les paiements sont confirmés en quelques secondes. Le gain de temps libère un capital opérationnel jusque-là coincé dans les circuits bancaires internationaux. Pour les entreprises, cela se traduit par une planification plus fine, des rotations de stocks plus rapides et une réduction des besoins de financement à court terme. Le troisième indicateur touche à la visibilité des données transactionnelles. Auparavant, chaque paiement laissait une trace hébergée sur des serveurs situés hors du continent, créant une asymétrie entre ceux qui généraient les flux et ceux qui les observaient. Le basculement vers une infrastructure contrôlée par des institutions africaines modifie cette équation. Les banques centrales peuvent analyser les volumes internes, identifier les corridors dynamiques et anticiper les tensions de liquidité. Cette capacité d'analyse renforce la régulation sans recourir à des informations filtrées par des acteurs extérieurs. Pris ensemble, ces trois chiffres racontent la même histoire. L'argent qui quittait systématiquement le continent pour rémunérer des intermédiaires reste désormais dans l'écosystème local. Les risques de change, auparavant absorbés par les entreprises, se réduisent. Les délais qui paralysaient les opérations disparaissent. Les régulateurs gagnent une vision directe de leur propre marché. C'est ici que la dimension politique rejoint la donnée. Lorsque des débats sur la souveraineté économique citent des figures comme Ibrahim Traoré, ils trouvent désormais un appui mesurable. La souveraineté ne repose plus uniquement sur des discours, mais sur des métriques observables. Coût, temps, données. Le chiffre devient un outil de pouvoir silencieux. La question qui s'impose est alors simple. Ces gains opérationnels suffisent-ils à transformer durablement la trajectoire économique du continent ? Deux interprétations solides s'affrontent autour du réseau panafricain, chacune cohérente dans sa logique interne. Les examiner sans caricature permet de mesurer ce qui est réellement en jeu. La première lecture, prudente, émane d'économistes attachés à la stabilité monétaire globale. Pour eux, le système constitue avant tout une modernisation technique bienvenue, mais insuffisante pour modifier les équilibres profonds. Leur argument central est simple. Tant que les réserves des banques centrales africaines restent majoritairement libellées en dollars, la dépendance structurelle demeure. Les chocs externes liés aux cycles financiers mondiaux continueront d'influencer les économies locales. Dans cette optique, fluidifier les paiements régionaux réduit des frictions opérationnelles, mais ne protège pas contre les variations des devises dominantes, ni contre les tensions géopolitiques majeures. La conclusion est mesurée. L'impact est réel, mais circonscrit. La seconde lecture adopte une perspective plus cumulative. Pour ces analystes, le réseau n'est pas une fin, mais une première brique. La souveraineté économique, avance-t-il, ne se conquiert jamais par un geste unique, mais par l'empilement d'infrastructures capables d'ancrer la valeur localement.
Leur point clé ne porte pas sur la composition des réserves, mais sur la capacité à régler des transactions sans passer par des institutions étrangères. Chaque paiement confirmé en quelques secondes constitue un micro-déplacement de pouvoir. À mesure que ces micro-déplacements s'additionnent, un espace commercial plus cohérent émerge, moins vulnérable aux frictions externes quotidiennes. La réfutation ne tranche pas idéologiquement, elle s'appuie sur les faits observés. La chute des frais, passée d'environ 15% à moins de 3% dans certains corridors, a déjà modifié les comportements des entreprises. Les délais réduits de plusieurs jours à quelques secondes ont libéré de la trésorerie et élargi les échanges régionaux. Ces effets ne suppriment pas les risques structurels, mais ils affaiblissent l'idée d'un impact marginal. La tension demeure entre prudence et ambition. Toutefois, à mesure que les données s'accumulent, le débat glisse. Ce ne sont plus seulement des hypothèses qui s'opposent, mais des trajectoires mesurables qui commencent à peser dans la balance. Le cœur du basculement n'est pas le paiement lui-même, mais ce qu'il rend possible ensuite. Lorsque les flux circulent sans détour, sans conversion forcée et sans délai, l'économie cesse d'être seulement une somme de transactions. Elle devient un réseau dense, capable de s'auto-renforcer. Ce point médian révèle une réalité souvent manquée. L'infrastructure ne fait pas de bruit, mais elle redéfinit silencieusement les rapports de force. Jusqu'ici, l'analyse pouvait encore rester technique. Après ce seuil, elle devient politique au sens opérationnel du terme. Un continent capable de déplacer de la valeur à l'intérieur de ses propres rails réduit mécaniquement la dépendance quotidienne au centre financier extérieur. La visibilité change de camp. Les données restent localisées. Les décisions monétaires gagnent en précision. Ce déplacement n'est pas total, mais il est suffisant pour modifier les calculs de tous les acteurs impliqués. C'est à ce stade que des références à des figures comme Ibrahim Traoré prennent un relief particulier. Elles ne signalent pas une paternité du système, mais une convergence symbolique. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une suite de gestes mesurables. Chaque transaction réglée localement ajoute une brique à cette autonomie pratique. Le midpoint est clair, le réseau fonctionne, et son existence oblige désormais les autres systèmes à s'ajuster. La question n'est plus « est-ce possible ?», mais « qui devra s'adapter en premier ?» Les effets du réseau panafricain ne restent pas confinés au tableau de bord technique. Ils se déploient déjà sur 4 niveaux distincts, chacun révélant une transformation concrète qui dépasse la seule mécanique des paiements. Du côté des États, l'impact immédiat concerne la stabilisation macroéconomique. La réduction des frais et des délais diminue l'exposition quotidienne aux variations du dollar, ce qui offre aux banques centrales une marge d'ajustement plus fine. La maîtrise locale des données transactionnelles renforce la capacité d'anticipation, identifier les corridors dynamiques, détecter les tensions de liquidité, ajuster les outils de régulation. Dans cet espace élargi, les débats sur la souveraineté économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent enfin un socle technique crédible, appuyé sur des flux observables plutôt que sur des intentions. Pour les entreprises, notamment les petites et moyennes, la transformation est directe. Les règlements instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles, car les coûts ne fluctuent plus au rythme des conversions monétaires. Des secteurs longtemps comprimés, comme l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, voient émerger de nouvelles opportunités. Les entreprises testent des marchés voisins auparavant jugés trop risqués. L'intégration régionale cesse d'être un objectif lointain pour devenir une pratique quotidienne. Du côté des populations, l'effet est cumulatif. Les transferts transfrontaliers coûtent moins cher. Les paiements deviennent plus fluides. L'inclusion financière progresse via les plateformes numériques connectées au système. Les travailleurs migrants et les commerçants informels, très sensibles à chaque pourcentage économisé, constatent une amélioration tangible de leur marge. Cette fluidité renforce la résilience des ménages, qui peuvent absorber plus facilement les chocs économiques à court terme. Enfin, au niveau régional et international, le signal est stratégique. Les acteurs financiers occidentaux observent une diminution progressive de leur visibilité sur les flux intra-africains.
En réaction, certains ajustent leurs offres, baissent les frais ou accélèrent leur propre modernisation. Parallèlement, d'autres régions du Sud global suivent l'expérience africaine avec attention, y voyant un modèle reproductible. Ce déplacement de référence modifie les rapports de force symboliques. Un continent capable de se financer lui-même devient un interlocuteur plus crédible. Le payoff est net. L'infrastructure transforme des intentions en effets mesurables et ces effets redessinent déjà les comportements à plusieurs niveaux. Les 12 prochains mois forment une zone d'incertitude maîtrisée où la trajectoire du réseau dépendra moins de son principe que de son rythme d'extension et de sa capacité à absorber des pressions externes. 3 scénarios plausibles permettent d'éclairer cette période sans extrapolation excessive. Regardons comment se déroule le scénario. Scénario de base dans les détails. Consolidation progressive. Dans cette trajectoire, le réseau étend ses corridors là où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées. Les pays membres harmonisent progressivement leurs protocoles, tandis que les banques locales améliorent les interfaces à destination des P. Les volumes augmentent de façon régulière, sans rupture spectaculaire, mais suffisante pour réduire encore la dépendance quotidienne au circuit en dollars. Les acteurs internationaux observent et ajustent leurs offres, sans confrontation ouverte. Ce scénario n'est pas spectaculaire, mais il ancre durablement le système dans les pratiques. Regardons comment se déroule le scénario. Scénario optimiste dans les détails. Accélération continentale. Ici, l'effet de réseau s'amplifie. De nouveaux États rejoignent la plateforme, créant un maillage plus dense entre le Sahel, l'Afrique de l'Est et certaines zones d'Afrique australe. Les corridors monétaires s'élargissent mécaniquement. Le commerce intra-africain gagne en vitesse et en prévisibilité. Les investisseurs régionaux renforcent leur position, attirés par la baisse des coûts et la disponibilité de données locales. Les organisations multilatérales accompagnent le mouvement, y voyant un laboratoire de résilience. L'Afrique devient alors un terrain d'innovation, où émergent de nouveaux standards de paiement. Regardons comment se déroule le scénario. Scénario de tension dans les détails, pression externe et friction interne. Dans cette hypothèse, la montée en puissance du réseau déclenche des réactions plus fermes. Des offres concurrentes subventionnées, des contraintes technologiques ou des pressions diplomatiques cherchent à ralentir l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines banques centrales aux capacités limitées peinent à maintenir la stabilité opérationnelle, générant des retards temporaires. Le progrès ne s'arrête pas, mais avance par à-coups, alternant phases de blocage et de rattrapage. Ces scénarios ne s'excluent pas totalement. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La recommandation de lecture est simple. Observez le rythme d'extension des corridors et la réaction des acteurs externes. C'est là que se jouera la trajectoire réelle du système. À ce stade, l'enjeu n'est plus de comprendre le fonctionnement du réseau, mais de situer ce que cette transformation change selon la position de chacun. Le basculement n'affecte pas tous les acteurs de la même manière, mais il crée pour chacun un nouvel espace de décision. Pour celles et ceux qui travaillent dans les institutions financières ou publiques, la transition ouvre un champ analytique inédit, la concentration des données transactionnelles sur des infrastructures locales permet d'observer des dynamiques auparavant fragmentées. Les flux régionaux deviennent lisibles. Les tensions de liquidité sont détectées plus tôt. Une action simple consiste à suivre régulièrement l'évolution des corridors actifs pour anticiper les besoins en ajustement monétaire. La décision gagne en précision lorsque l'information n'est plus filtrée par des infrastructures extérieures. Pour les entrepreneurs, commerçants et créateurs de valeur, l'impact est immédiat et opérationnel. Les règlements rapides et la baisse des frais réduisent l'incertitude qui pesait sur chaque échange transfrontalier. Tester un nouveau marché voisin devient moins risqué, non parce que la demande change, mais parce que les coûts fixes diminuent. Une démarche utile consiste à repérer les corridors émergents où la réduction des frictions peut transformer des activités jusque-là marginales en opérations viables. Pour le grand public, l'effet est plus diffus.
mais tout aussi réel. Les transferts coûtent moins cher. Les paiements deviennent plus fluides. Les plateformes numériques connectées au système s'imposent progressivement comme interface quotidienne. Pour mieux appréhender cette mutation, un point d'attention consiste à observer l'évolution des services locaux de paiement et de crédit, car ils traduiront concrètement l'infrastructure dans la vie courante. Ce moment invite à une lecture active. Le réseau n'est pas un objet lointain réservé aux experts. Il modifie déjà les options disponibles. Comprendre où l'on se situe permet de transformer une évolution systémique en choix éclairés. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le réseau fonctionne, mais comment le transformer en architecture stable et défendable dans le temps. Cette consolidation repose sur une feuille de route claire, où chaque acteur connaît son rôle et les critères d'évaluation. Renforcer les capacités techniques des banques centrales. Chaque institution doit consolider ses nœuds numériques et ses mécanismes de synchronisation. L'objectif est opérationnel et mesurable. Réduire les interruptions à un niveau marginal et garantir une continuité de service prévisible. Sans cette base, l'effet de réseau reste fragile. Étendre les corridors commerciaux prioritaires. Les gouvernements identifient 3 à 5 secteurs où la baisse des coûts a un effet multiplicateur, comme l'agroalimentaire ou la logistique régionale. Le succès se mesure par l'augmentation régulière des volumes réglés localement, signe que les acteurs économiques adoptent réellement le système. Intégrer pleinement les plateformes de détail. Les fournisseurs de services numériques harmonisent leurs interfaces pour que PME et particuliers utilisent le réseau sans friction. L'indicateur clé est simple. Un règlement confirmé en quelques secondes, sans complexité supplémentaire pour l'utilisateur final. Sécuriser la gouvernance et la cybersécurité. Les pays membres adoptent des protocoles communs de surveillance et de réponse aux incidents. La performance se lie dans la rapidité de résolution et la transparence des processus, éléments essentiels pour maintenir la confiance. Exploiter les données à des fins de pilotage public. Les données transactionnelles, désormais locales, guident les politiques économiques. C'est ici que les débats sur l'autonomie, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent une traduction concrète. La souveraineté devient un ensemble de décisions appuyées sur des indicateurs maîtrisés. Lorsque l'on revient au premier témoin de la transformation, le changement apparaît plus clairement que dans n'importe quel tableau de chiffres. Le négociant en café éthiopien, autrefois contraint d'attendre plusieurs jours pour voir ses paiements se stabiliser, décrit désormais un geste banal, une confirmation qui arrive en quelques secondes. Ce détail, presque invisible, marque pourtant une rupture profonde. Le temps économique, longtemps confisqué par des détours lointains, redevient maîtrisable. Ce retour du temps transforme la manière de décider. Les commerçants transfrontaliers, qui comptaient chaque pourcentage perdu, avancent avec une confiance nouvelle. Ils n'ont pas changé de marché, mais de rythme. Leurs quotidiens disent que les discours peinent parfois à exprimer. Une infrastructure peut modifier la psychologie économique avant même de modifier les volumes. Dans ce glissement silencieux, les références à des voix comme Ibrahim Traoré prennent un sens particulier. Elles ne résument pas le processus, mais rappellent une idée centrale. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Elle s'incarne dans des gestes répétés, des délais raccourcis, des décisions prises sans demander d'autorisation extérieure. Le pouvoir commence par le contrôle du temps. Le continent n'a pas encore atteint sa destination finale. Mais il a repris la carte, non par rupture spectaculaire, mais par une série d'ajustements précis. Et c'est peut-être là le changement le plus durable, quand l'infrastructure s'aligne enfin avec l'intention. L'autonomie cesse d'être une promesse et devient une habitude. À ce point du parcours, l'enjeu n'est plus d'admirer une innovation, ni d'anticiper un verdict définitif. Il s'agit plutôt de reconnaître ce que révèle cette transition silencieuse. Les infrastructures façonnent les comportements bien avant de façonner les discours. Un paiement plus rapide, un coût réduit, une donnée maîtrisée peuvent sembler techniques.
mais ils redéfinissent progressivement la manière dont un espace économique se pense lui-même. Cette transformation ne dépend pas uniquement des institutions ou des décideurs. Elle repose aussi sur l'attention de celles et ceux qui observent, analysent et relaient ces évolutions. Comprendre comment un continent ajuste ses routes financières, c'est aussi mieux lire les dynamiques qui redessinent l'économie mondiale au-delà des annonces spectaculaires. Si cette analyse vous a permis de voir autrement un sujet souvent traité de manière abstraite, la partager prolonge déjà son effet. Et si vous souhaitez suivre les prochaines étapes, les débats et les études de cas qui émergeront, rester attentif à ces signaux faibles est un premier pas. La question reste ouverte, volontairement. Selon vous, jusqu'où cette nouvelle architecture peut-elle transformer la place de l'Afrique dans les années à venir ?